Je vous en prie, rapprochez-vous. Quelques mots pour dire que vous êtes agroclimatologue. Vous avez créé le laboratoire Agroclimat 2050 à Montpellier et vous travaillez donc, c'est maintenant je pense connu de tous, sur cette question de l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Lorsqu'on a échangé ensemble, vous disiez que vous vous présentez comme une personne factuelle, un scientifique qui aime vulgariser et avoir un discours positif afin d'envisager les solutions adaptées. À la question précisément qu'on se pose cet après-midi, comment les Pays de la Loire peuvent rester une grande région face au changement climatique, eh bien vous répondez qu'il y a des solutions, qu'on peut tirer notre épingle du jeu, et c'est ce que vous allez maintenant nous présenter en restituant une étude menée depuis 3 ans sur notre région. Bienvenue à Nantes, bienvenue dans cet hémicycle, et je vous laisse la parole. Effectivement, vous l'avez dit, je le redis, Madame Bernard, vous pourrez prendre vos micros, appuyer sur cette petite touche qui est devant vous, à côté de l'écran, pour ensuite poser vos questions à Serge Jacquat. Bienvenue, et je vous laisse la parole. Merci pour ces introductions. 14h42, on termine à 15h42, quelque chose dans le genre, voilà, vous avez compris. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour m'écouter aujourd'hui, parler du changement climatique qui est ma spécialité, puisque je suis, comme on l'a dit, agro-climatologue et aussi agro-météorologue. On verra la différence d'ailleurs entre les deux. On va s'attarder ici sur la région Pays de la Loire. Alors, je vais avoir un discours qui va peut-être vous paraître étonnant, ceux qui me connaissent des réseaux sociaux, où j'annonce beaucoup d'éléments négatifs, j'en suis conscient, puisqu'il y en a. Par contre, il y a des régions françaises où on a des éléments positifs et sur lesquels il va falloir qu'on en discute pour se tirer l'épingle du jeu dans l'avenir. Sur le maraîchage, sur la viticulture, sur l'arboriculture, les grandes cultures, la production animale. En tout cas, la région Pays de la Loire ne doit pas se dire on sera un désert, on ne doit rien produire. Si on part comme ça va pas bien se passer. Par contre, si on se dit il y a des éléments positifs, on va essayer de les identifier, ça se passera beaucoup mieux. Alors il y a des éléments négatifs aussi, on en parlera, bien sûr, tout n'est pas positif. L'objectif de cette présentation est de vous dire d'anticiper. Parce qu'en fait, on a les éléments scientifiques, on les a. On a cette connaissance, on a les éléments agronomiques, les agriculteurs ont des connaissances sur le terroir également. Ce qui nous manque peut-être, c'est parfois un peu de volonté politique, mais je vois qu'on avance beaucoup dans la région. Quand je parle de volonté politique, c'est à des échelles un peu plus hautes, nationales, et notamment européennes. Alors ça va être une présentation assez scolaire. Je sors de la recherche scientifique, donc on fait retour sur ce qui s'est passé ces dernières années. Ensuite, on regarde l'évolution physique de l'atmosphère, donc ça c'est le changement climatique, et de ces connaissances qu'on aura sur la région, puisque c'est des évolutions climatiques sur la région. On va se projeter ensuite jusqu'en 2100 sur l'agriculture. Alors avant de commencer, 2 définitions, l'agrométéo et l'agroclimato. Pour ceux qui connaissent, ça paraît peut-être simple, l'agrométéo c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. S'il y a des producteurs agricoles dans la région, vous êtes tous agrométéorologues. Vous regardez les prévisions, je vois que Jérôme, président de WINAT, est ici, donc on regarde les prévisions météo, et en fonction des prévisions météo, on adapte les pratiques agricoles dans les jours à venir. Est-ce que je peux aller semer ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'excès d'eau pour accéder à ma parcelle ? Est-ce qu'il y a une canicule de prévue et je dois surveiller mes animaux d'élevage ? Etc., etc. Ça, c'est de l'agrométéo, c'est la production agricole en cours, on la protège. Derrière, c'est l'agroclimato. L'agroclimato, ça va plutôt essentiellement concerner les régions, les politiques, le social, l'économie, mais aussi les agriculteurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura des mûriers blancs dans la région d'ici 2050 ? Est-ce qu'on fera du kaki en Vendée ou même un peu plus au nord d'ici 2070 ? Est-ce qu'il y aura toujours des vaches laitières, du fromage et du bon vin du côté des Pays de la Loire ? Est-ce que la pomme va s'éloigner vers l'est ? Est-ce que le fourrage va être toujours présent ? Ça, c'est des questions long terme. Et sur ces questions long terme, c'est pas juste l'agriculteur, c'est aussi de l'anticipation économique. Par exemple, si on a une nouvelle culture qui arrive sur le terrain, il faut préparer la filière. Et la préparation de la filière, c'est pas les agriculteurs seuls qui peuvent le faire. Sur cette partie d'agrométéorologie, ce sera ma seule diapositive, puisque en tant que scientifique, je ne suis pas juste là pour prendre le micro et vous parler, je travaille concrètement sur ces réalités de terrain, notamment sur la modélisation climatique. C'est-à-dire que je prends les données du GIEC, je leur applique les équations agronomiques et j'en détermine des risques pour l'agriculture. Et sur cette diapositive, si elle marche, non, elle ne marche pas. Elle est où la souris ? Non, elle ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Il y a le site agrométéorologie.fr. Si elle marche.
Voilà, elle se décide maintenant. Donc c'est un site qui permet par exemple en agrométéorologie, donc le court terme, de savoir les risques qu'il y a dans les prévisions météo à venir. Prenez le stress thermique pour les animaux, la vache laitière, la prime Holstein, le modèle Arome, donc c'est un modèle très haute définition au niveau de la France en prévision météorologique, et ça applique un calque en fait, l'équation du stress thermique pour les animaux en fonction des données météo. Ça, c'est très important pour à la fois les régions, s'il y a un risque important sur toute la région, mais aussi les agriculteurs pour qu'ils pilotent en fait la réalité de la ferme. Donc là, dans le sud-ouest de la France, le 11 juin 2025, c'était pendant la canicule de juin 2025, oui, parce que maintenant on a des canicules en juin, eh bien, on avait du stress thermique pour les animaux d'élevage. Et à ce stress thermique, l'objectif est de connaître la perte économique qui peut être reliée si on ne protège pas les animaux. Vous l'avez juste là, et ça, c'est la perte de production de lait associée si on n'agit pas, du coup, sur le terrain. C'est tous les kilomètres carrés en France et tous les 8 kilomètres carrés en Europe et dans le monde d'ailleurs. Donc c'est un site français, profitons-en, c'est un site ouvert et gratuit. Alors retour sur 2021. Maintenant on fait de l'agroclimato jusqu'à la fin. 2021 a été marqué, comme vous le savez, par un faux printemps. Un faux printemps, sa définition, c'est une période de douceur à la sortie de l'hiver qui réveille les végétaux trop tôt et qui les expose au gel. Ça, c'est sa définition. Le terme scientifique, on dit faux printemps. Ce qui s'est passé en 2021 est un cas d'école. Ici, vous avez juste là, fin mars, il faisait à peu près 20 à 30 degrés sur toutes les régions françaises. On a battu 489 records de chaleur, il me semble. Derrière, on a un décrochage polaire, c'est le terme scientifique de la coulée d'air froid que vous voyez ici, et qui a brûlé donc tous les végétaux qui ont ouvert sur son passage. 2 milliards de pertes de rendement, c'est la plus grosse catastrophe agricole française depuis 1945, donc depuis l'arrivée de l'agriculture moderne. Elle n'est pas due à la sécheresse, elle n'est pas due aux canicules, elle est due au gel. Et entre nous, elle n'est même pas due au gel, elle est due à la douceur qu'il y a eu à la fin de l'hiver, qui fait que les végétaux se sont réveillés trop tôt. Moins 30% pour la vigne, moins 59% pour la prune et moins 59% pour la poire de table. En 2022, ça vous a concerné ici. 2022, on a eu cette dépression ici au large du Portugal. Et à l'avant de la dépression, il y a ce qu'on appelle le sirocco, un vent chaud qui souffle sur la France, qui vient d'ailleurs du Sahara. Alors, il se traduit par des dépôts de sable, en général quand il souffle sur nos voitures ou nos tracteurs, mais aussi par de la chaleur et une sécheresse. Cette dépression est restée positionnée au large du Portugal une très bonne partie de l'été, ce qui fait que l'été était le deuxième plus chaud après 2003, et l'année elle-même était la plus chaude jamais observée en France. En termes de perte de rendement, forcément, qui dit manque d'eau, qui dit forte chaleur, dit perte de croissance. Vous avez ici les pertes de rendement pour le maïs, pour le blé, moins 5 à moins 54%, en passant par du moins 28%, ce qui est très conséquent en termes de poids économique. Pour le blé, par contre, vous avez une belle différence. Les Pays de la Loire se coupent en deux, perte au sud, hausse au nord, moyenne régionale plus 2%. Donc deux choses à comprendre de cette diapositive. Les cultures d'été sont plus impactées, celles de maïs, et les cultures d'hiver le sont moins. Et ça sera très important pour la suite de mon discours sur la région, notamment en termes d'adaptation. Deuxième chose à retenir, le nord de la France est moins concerné que le sud de la France. Et dans ce discours, vous faites partie pour moi du nord de la France. Alors, le fourrage. Le fourrage est très important dans votre région. Beaucoup de disparités suivant les pluies qu'il y a eu durant l'été. En tout cas, une belle baisse de production fourragère. Ceci dit, elle a été rattrapée en 2023 et 2024. Cette fois-ci, pas un déficit d'eau, mais un excès d'eau. On le verra tout à l'heure. Et donc, en termes d'adaptation, je ne sais pas si on peut enlever le son. Je regarde juste là. Non. Ah, là. Mais c'est magique. Il y a tout ce qu'il faut dans la région. Ok. Bah, écoutez, si je demande quelque chose, je vais demander à un moment. Merci à la personne qui a coupé le son, je ne sais pas qui c'est. Donc, vous voyez ce petit monsieur là, il promène son chien. C'était un peu la vidéo en anglais là. Il promène son chien, il trace une trajectoire bleue. Et son chien, il se promène autour, il trace une trajectoire rouge. La problématique dans l'histoire, c'est double. Elle est double là. Le monsieur qui trace cette trajectoire, c'est le réchauffement. La température augmente. Et ça, c'est indéniable. Ce n'est pas parce qu'il a fait moins 5 degrés en novembre 2025 à un peu plus dans les terres, là, du côté de Le Mans, que le changement climatique s'est arrêté.
C'est-à-dire que ce n'est pas obligé de venir insulter des scientifiques quand il neige une seule fois dans l'année. Ça, c'est la différence entre la tendance de fond et la variabilité intra-annuelle. Le chien, il se promène autour, il trace une courbe comme ça, et la tendance de fond est toujours là, mais il y a des années plus froides, des années plus chaudes, des années plus froides, des années plus chaudes, des années plus humides, des années plus sèches. Ça, c'est la variabilité. L'agriculteur, il est concerné par les deux. Au niveau de l'eau, il y a trop d'eau, pas assez d'eau, trop d'eau, pas assez d'eau. Ça, c'est la variabilité, mais aussi le réchauffement en moyenne qui augmente. Et donc, si je place 2022 sur ce réchauffement, là, vous avez la courbe en rouge, c'est la courbe, la projection climatique, pour un réchauffement plutôt faible d'ailleurs. En noir, ce sont les observations. Donc ça, c'est les thermomètres qui l'ont mesuré. Je place 2022 en violet, je projette, je tombe sur 2050. Ça veut dire qu'en 2022, avec moins 28% de perte de rendement pour le maïs, on aura cette année tous les ans, en moyenne, en 2050. C'est-à-dire qu'on a 25 ans pour s'adapter, pour changer cette tendance-là de perte de rendement, soit en termes de culture, soit en termes de pratiques agricoles, soit en termes de génétique. On le verra tout à l'heure. Allez, 2023 et 2024 ont été marqués par des excès d'eau. Comme vous le savez, je me rappelle quand je venais en 2023 et 2024 dans la région, vous faisiez une tête, manque de soleil. Moi, j'arrivais de Montpellier, tout allait bien, mais oui, il y a eu effectivement des excès d'eau. Et oui, avec le changement climatique, ce n'est pas une sécheresse infâme où on va tous mourir de soif. C'est une modification de la répartition de l'eau à l'intérieur des régions et aussi entre les saisons. Alors 2023-2024, on a cet excès d'eau. Je place sur toutes les précipitations en France toutes les années ici. 2022, l'une des plus sèches. 2024, l'une des plus humides. On a l'impression qu'on ne fait aller que dans un extrême à l'autre et qu'il n'existe plus justement d'intermédiaire. Pourquoi il pleut plus quand il pleut? Ça va être assez simple. L'air se réchauffe. Quand l'air se réchauffe, c'est plus 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère potentielle par degré. C'est une loi physique, c'est la loi de Clausius-Capéron. Plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'eau. Donc plus l'air est chaud, plus il contient d'eau, plus il peut pleuvoir lorsqu'il va pleuvoir. Autre point, la mer se réchauffe. Vous avez ici, avec l'épisode El Niño d'ailleurs, vous avez l'océan qui était beaucoup plus chaud, en rouge, en termes d'anomalie, vous avez la légende en dessous. Mais l'eau qui est plus chaude peut aussi faire plus de vapeur d'eau. Quand vous prenez votre douche, il y a de la vapeur d'eau parce que l'eau était chaude. C'est-à-dire que l'air, il peut contenir plus d'eau et la mer en fournit plus. Et quand il y a une dépression qui passe là sur l'Atlantique, comme l'ex-cyclone Kirk qui est arrivé ensuite sur la Loire-Atlantique, il a apporté 100 mm de pluie sur la Vendée en 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est les pluies qu'on a en Méditerranée d'habitude. Et ce qui a provoqué, juste avant les moissons du maïs, une chute parce qu'il y avait du vent. L'argile étant plus malléable avec l'eau, excès d'eau, le maïs est tombé. Donc des excès d'eau lorsqu'il va pleuvoir et des déficits d'eau lorsqu'il ne pleuvra pas. On verra justement cette accentuation à partir de là. Alors j'ai oublié de vous dire que j'étais chasseur d'orage. Je suis photographe d'orage. Et donc les photos que vous voyez, ça c'est mon métier de la nuit. Parce que j'ai un métier le jour et un métier la nuit. Et j'ai 3 enfants aussi. J'ai plein de métiers. Oui, j'ai aussi une femme, j'ai aussi... qu'est-ce que je fais d'autre? J'écris des livres, je tourne un film de cinéma, je suis acteur. Voilà. Ça fait beaucoup de choses, mais je suis quand même là aujourd'hui. Alors du coup, précipitation. Ici, vous avez tous les pluviomètres français depuis 1961. Donc, ils mesurent la pluie. En vert, c'est les zones où il pleut plus, et en orange, c'est les zones où il pleut moins. Là, vous voyez bien que dans le sud de la France, effectivement, il pleut moins, mais pour l'instant, depuis 1961, ici, il pleut plus. On n'est pas sur un assèchement en termes de précipitation. En termes de surface en sécheresse, première surprise, j'ai bien vérifié, la plupart des régions françaises ont une sécheresse qui progresse, surtout dans l'est et le sud de la France. Par contre, dans la région, la tendance n'est pas encore très nette. Effectivement, les surfaces en sécheresse ne progressent pas. Alors ça, c'est pour l'instant, parce que vous verrez qu'en termes de changement climatique, ce ne sera pas le cas. Vous les avez ici, sécheresse depuis 1959, dans le Languedoc, un bel assèchement. Vous voyez la moyenne qui progresse ici, en rouge. Donc ça s'appelle un assèchement. Pays de la Loire, là on a des années qui sont plutôt mauvaises, 1976, 1989, 2005, 2011, 2017, 2022, vous les connaissez au niveau de la région. Et du coup, on n'a pas de tendance de fond à l'assèchement pour l'instant. Alors si je me projette maintenant dans un contexte climatique avec une température qui augmente, ça ce sont les données officielles de l'État français. Je ne les sors pas de mon chapeau, c'est le cas de le dire.
Plus 2, plus 2,7, plus 4 degrés, donc c'est le rapport plus France, plus 4 degrés. En bleu, il pleuvra plus à l'année. Vous avez les différences d'échéance. En hachuré, on est stable. Alors dans la région, effectivement, il va tomber la même quantité d'eau à l'année. Vous allez me dire, bon, s'il tombe la même quantité d'eau à l'année, pourquoi je suis là devant vous? Il n'y a pas de problème. La réalité est plus complexe, puisque vous verrez qu'au niveau saisonnier, c'est différent. Alors avant d'avoir peur de ce graphique, je vous l'explique. Notre-Dame-des-Landes, c'est mon point climatique de Nantes. Ça rappelle de bons souvenirs. Soulaines-sur-Aubance, c'est plutôt pareil, à la même latitude, mais latitude, longitude, enfin vous avez compris, un peu plus dans les terres. Loches, c'est plutôt Tours, donc je me décale un petit peu dans les terres. Et Balma, c'est à Toulouse. Parce que je regarde aussi, je vais comparer aux données climatiques du sud. Vous avez ici de 1950 à 2100, en noir ce sont le passé et en couleur c'est le futur. Le vert c'est le scénario le plus froid et le rouge c'est le scénario le plus chaud. Il n'y a pas de tendance sur le cumul annuel de pluie. Du côté de Notre-Dame-des-Landes, 800 mm à l'année. Du côté un peu plus dans les terres, on a à peu près 700 mm à l'année. Du côté de Tours, 700 mm et du côté de Toulouse, 700 mm. Avec une légère baisse pour Toulouse, vous voyez à la fin, à la différence d'ici. Donc il tombe la même quantité d'eau à l'année. Au niveau saisonnier, hiver, été. Donc culture d'hiver, culture d'été, on verra tout à l'heure. Au niveau de l'hiver, on a du bleu, donc il y a plus de pluie qui est attendue dans la région. Par contre, dans le nord-est de la France, c'est beaucoup plus marqué. Au niveau de l'été, on a moins de pluie qui est attendue dans la région. Et là, c'est à l'ouest de la France, dans la région, où c'est plutôt marqué. Ça veut dire que le changement climatique, ce n'est pas une évolution annuelle de la pluie, c'est une évolution saisonnière. C'est une évolution de la répartition de la pluie dans l'année. Une solution pour le maïs ne sera pas la même qu'une solution pour le blé. Il faudra découper, suivant la saisonnalité, quelle culture pousse à quel moment quand il y a de l'eau. Le maïs aura des problèmes de déficit d'eau, le fourrage pareil, le tournesol pareil, le soja aura des déficits d'eau. Le blé, l'orge et le colza auront des problèmes d'excès d'eau. La salade, le poireau, le chou-fleur en hiver auront plutôt, au printemps, aura des problèmes d'excès d'eau et de chaleur aussi parfois. Par contre, la tomate, la courgette et l'oignon auront des problèmes de déficit d'eau. Donc on adapte en fonction de la période de culture, et ça c'est très important. Alors je regarde maintenant l'hiver. Toujours Notre-Dame, Soulaines et puis Loches. Vous avez donc Nantes, Laval et Tours, je crois. Vous avez donc cette évolution légèrement à la hausse, en tout cas pas très marquée, moins que dans le nord-est de la France. À Toulouse, par contre, il tombe la même quantité d'eau en hiver. En été, c'est l'inverse, cette fois-ci. Ça diminue. Donc on retrouve, avec les points climatiques de la région, exactement le rapport de France à plus 4 degrés. Sur ces aspects-là d'indice hydrique des sols, je passe parce que je voudrais vous parler d'hydrogéologie. Donc là, c'est pas l'eau qui tombe du ciel, c'est l'eau qui est dans les sols, et dans les nappes phréatiques, et dans les cours d'eau. Donc on a ce rapport, le rapport Explore 2, que je vais vous montrer en 2 diapositives. Sur les conclusions, il est indiqué dans la région, fréquence accrue des sécheresses hydrogéologiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en été, il va moins pleuvoir, mais votre sol, surtout vos nappes phréatiques, sont moins existantes que dans les autres régions. C'est que vous êtes hyper dépendant de la pluie ici. Beaucoup plus, surtout en Bretagne aussi, mais beaucoup plus que dans les autres régions. Par exemple, du côté de la Garonne ou du côté du bassin de Beauvais ou celui de Chartres, on a des nappes phréatiques. S'il ne pleut pas, on peut sortir de l'eau et irriguer. Ici, il y a beaucoup moins de nappes phréatiques, parfois des sols plus superficiels. On appelle ça une région très sensible aux conditions séchantes. Lorsqu'il ne pleut pas, en 2-3 semaines, c'est bon, le sol est déjà sec, tandis que dans d'autres régions, on pourra irriguer. Ici, l'irrigation ne peut pas être considérée comme une solution durable, puisqu'en réalité, il y a très peu d'accès à l'eau et de nappes phréatiques. Au niveau des rivières, cette fois-ci, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne, vous avez en bleu là où les rivières seront plus hautes, et puis en orange, là, les rivières seront plus basses. Forcément, vu que vous dépendez beaucoup de l'eau de surface, quand il pleut plus, l'eau augmente, et quand il pleut moins, l'eau diminue en termes de hauteur d'eau dans les rivières. Donc des arrêtés sécheresse qui seront beaucoup plus fréquents dans l'avenir et des risques d'inondation autour des fleuves qui seront plus présents aussi en hiver. Voilà pour ces différents aspects hydrogéologiques et sur l'eau. Je passe à la température et puis après on passera aux cultures. Donc sur la température, ça va être plus simple, ça part dans un sens, le temps se réchauffe. Référence 1976-2005,
14 degrés à Montpellier, scénario plus 4 degrés, 14 degrés à Nantes. Voilà, au moins, les bières en terrasse, ça sera plus fréquent. Mais il n'y a pas que les bières en terrasse. En réalité, cette figure, on va parler de l'aire de répartition des cultures. Si votre température moyenne ressemble à celle de Montpellier, vous pouvez vous douter que les cultures que vous aurez sur le territoire vont ressembler aussi à celles de Montpellier. Alors en termes de moyenne, ça évolue à la hausse, mais aussi en termes d'extrémum. On le verra sur la diapositive suivante. Mais d'abord, les températures moyennes, elles montent bien. Et suivant le scénario de gaz à effet de serre, vous voyez bien qu'on a une belle différence, surtout à partir de 2050. Bien sûr, à Balma, on part d'une température plus élevée et on monte encore plus haut du côté de Toulouse. En termes d'extrémum, de 1947 jusqu'à 2023, vous avez ici chaque bulle une canicule. Est-ce que j'ai besoin de vous décrire le graphique? C'est assez clair. On a 4 fois plus de canicules après les années 2000. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'agriculture n'est pas concernée par l'évolution uniquement moyenne, elle est concernée par les extrêmes. Si vous avez une canicule en plein milieu de la floraison du maïs, on aura moins de grains sur les épis, parce que la reproduction est altérée. De même, pour les tomates, les courgettes, on peut avoir des problématiques de perte de fleurs dues à un avortement floral, parce qu'il fait trop chaud. À partir de 32, 33 degrés, votre salade commence à devenir toute molle, puisqu'il fait beaucoup trop chaud pour sa croissance. On regarde les extrêmes, et pas que les moyennes, et au niveau des extrêmes, vous les avez ici, en cartographie, 35 degrés 1960-2080. Je vous ai mis une cartographie cette fois-ci, parce qu'on a un espèce de gradient dans la région entre le nord et le sud. Plus on s'approchera de la Bretagne, moins le nombre de jours à 35 degrés sera présent. Et plus on descendra vers la Vendée, Poitiers, Châteauroux, plus le nombre de jours à 35 degrés sera présent. Ça, c'est un gradient classique qui est dû à la présence de l'océan, qui fait fléchir un petit peu les températures en bord de mer. Donc forcément, plus on va s'éloigner de Notre-Dame-des-Landes, où on aura pas énormément de jours à 35 degrés, enfin c'est relatif, plus vous rentrez dans les terres et descendez au sud, bien sûr, plus le nombre de jours à 35 degrés augmente. Et ça, c'est très important pour la production animale. Les animaux vont tendance à être bien en termes de stress thermique, en termes de bien-être animal, plutôt sur la partie nord de la région, le plus proche possible des mers. Alors derrière tout ça, de ce discours d'adaptation, où je rappelle, j'aurai quand même quelques éléments positifs à vous dire, même pas mal, quand on m'a donné ce rapport à France plus 4 degrés, on m'a dit... Monsieur Zaka, donc on a beaucoup vu dans vos présentations l'arbre, le sol, l'ombrage, les haies. Est-ce que ça suffit pour s'adapter à plus 4 degrés? Donc on m'a passé ces cartes. Vous avez ici France plus 4, France plus 2,7, 42 à 50 degrés. Donc je leur ai dit, vous avez fait de la biologie végétale dans votre vie? Parce qu'une vache laitière qui se met sous un chêne dans la pâture avec de l'ombrage et un sol, le meilleur sol que vous avez est plein de haies, vous pouvez même en mettre 100 autour d'elle, elle est morte à 48 degrés. Donc il y a un moment, le discours de l'adaptation, ça passe aussi par la réduction des gaz à effet de serre, pour réduire l'impact du changement climatique. Ceci dit, vous regardez la région là, et vous voyez très bien cet effet de la Manche là, et de l'océan, où les températures les plus extrêmes, donc entre 45 et 50, seront plutôt à l'intérieur des terres, tandis que sur le bord de mer, on aura au maximum, alors je dis entre guillemets, 44 degrés. Mais 44 degrés, ça ne va pas tuer forcément les végétaux. Ça va les faire mettre en stress, mais on n'atteint pas le seuil de mortalité. Plus on rentre dans les terres, plus on atteindra ces 45, où là, ça sera limite. Par contre, dans les autres régions, 50, là, il n'y a pas d'adaptation possible. La meilleure adaptation après 2070, c'est de réduire les gaz à effet de serre, qu'on soit d'accord. D'ici 2070, on peut jouer des cartes, et beaucoup. Dans la région, vous les avez ici, les températures maximum, toujours, là, vous voyez Notre-Dame-des-Landes qui atteint au maximum 41, 42, 43, donc ça reste, entre guillemets, acceptable. J'aurais jamais imaginé dire ça, mais bon, voilà. Par contre, vous allez vers Solène-sur-Roubaix ou à Loches, on atteint les 45, 46, et Balma, 52. Donc, voilà, vous voyez ce gradient de température entre les régions. Le nombre de jours à 0 degré, donc le nombre de jours de gel, il était à l'inverse, moins présent en bord de mer, puisque c'est la douceur de l'océan qui vous apporte, et donc le nombre de jours de degrés diminue. Et vous avez ce beau gradient là entre les terres et la mer. Dans l'avenir, le nombre de jours de gel diminue sur toutes les villes. Vous les voyez ici, voire même en disparition en bord de mer du côté de Nantes, mais vraiment à la fin du siècle. Quelle est la problématique à ce sujet? C'est que le gel est très important pour ce qu'on appelle, c'est un insecticide en fait le gel.
les moucherons, les moustiques, les vecteurs de maladies en gros, moucherons pour la jaunisse de la betterave, les mouches, la FCO, le moustique, le chikungunya, parce qu'on est concerné également. Et donc en réalité, la baisse du nombre de jours de gel entraîne un risque de maladie plus important au printemps. Et c'est d'ailleurs le principal facteur négatif dans la région. Certes, il fera moins chaud que dans les autres régions, par contre vous aurez de l'humidité, ce qui est favorable au développement des maladies. Donc la gestion des maladies, on le verra à la fin, sera importante en plus de l'évolution agricole. Derrière tout ça, nos arbres aussi ont besoin de froid. On appelle ça la vernalisation. Pour que l'arbre fleurisse, il a besoin d'une certaine quantité de froid. La pomme golden, c'est 1000 heures en dessous des 7,2 degrés pour fleurir. Si elle ne les a pas, elle ne fleurit pas. Si elle ne fleurit pas, c'est un peu comme pas de bras, pas de chocolat, là, pas de fleurs, pas de pommes. Au moins, c'est réglé. Donc, il y a un challenge, et c'est très important ici, ça va être l'aire de répartition de l'arboriculture. Et c'est faisable. Là, il y a des solutions, par contre, à ce sujet. Je terminerai par la remontée du niveau de la mer. Vous voyez, d'ici la fin du siècle, alors, il y a le temps d'ici là, mais je le mets quand même. On a une perte de certaines surfaces agricoles par salinisation des nappes phréatiques ou alors par couverture de la mer. Si vous avez une maison secondaire, c'est le moment de la vendre. Et je parle aussi en bordure de Nantes, devant les quais. Vous voyez bien que le niveau de la mer, il rentre à l'intérieur. L'estuaire est assez grand pour faire entrer la mer. Bon, du coup, on passe maintenant à la partie climatique et on parle de la partie agricole. Je commence par la culture la plus importante de France et qui est très présente dans la région, c'est le blé. Et on va faire un peu de géopolitique aussi. Vous avez ici les rendements du blé depuis 1815, c'est depuis l'ère de Napoléon, avec cette belle évolution x7 des rendements du blé, avec ce qu'on appelait le progrès génétique, chimique, mécanique, les structurations des filières. Dans cette définition du progrès, et on le voit bien ici dans la région, on rajoute résilience, durabilité, climat. On n'a plus la même définition du progrès en 1945 que maintenant. Depuis les années 2000, le rendement s'est stabilisé. Notre rendement dépend maintenant à peu près autour d'un plateau, avec de bonnes années, de mauvaises années, et des excès d'eau 2024, 2016, 2017 au niveau national. Pourquoi le rendement s'est stabilisé? Donc on a nos scientifiques à l'INRAE et puis à Arvalis qui ont travaillé sur ce sujet. Ils ont montré qu'à peu près 70% des études qui montrent que c'est un problème climatique. Soit un excès de température pendant la fin de cycle du blé, c'est l'échaudage, ça s'appelle. Soit un excès d'eau pendant les moissons, soit un excès d'eau pendant le semis. En tout cas, on les enchaîne de plus en plus rapidement. Il y a toujours un problème quelque part. On n'a plus d'années où on est serein sur la production. Et quand on sème, on se demande si ça va tenir jusqu'à la fin dans des conditions sereines. Donc, on a un aspect climatique. Après, on a d'autres aspects plus mineurs, notamment des interdictions de substances actives, des changements dans les rotations et la baisse de fertilité des sols sur laquelle on reviendra tout à l'heure. En termes d'évolution de ces rendements du blé jusqu'en 2050, vous avez ici une cartographie dans le nord de la France et du côté des côtes de la Manche et sur une partie des Pays de la Loire. On s'attend soit à une stabilité de cette production du blé et certains scientifiques montrent même une légère hausse de quelques pourcentages. Par contre, plus on descend dans le sud, plus les rendements diminuent. Pourquoi les rendements du blé dans les Pays de la Loire, notamment la partie nord, pourraient augmenter? C'est le CO2. Parce que le CO2, c'est un polluant, mais pour les végétaux, enfin certains végétaux, on verra que pour le maïs, ce n'est pas le cas, pour le blé, le CO2 est un fertilisant. Il accélère la photosynthèse, c'est-à-dire que quand il y a de l'eau, il peut utiliser ce CO2 en excès. Et je vous ai dit qu'il y aurait de l'eau et peut-être parfois en excès, donc il peut utiliser ce CO2 en excès. Dans le sud de la France, c'est différent, les sécheresses s'installent plus tôt dans l'année, et donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de photosynthèse, donc on ne peut pas utiliser ce CO2 en excès. Donc c'est un effet CO2 et aussi de douceur hivernale qui pourrait être intéressant dans la région. Premier point, rendement du blé pourrait augmenter sur la partie nord, diminuer légèrement sur la partie sud de la région. C'est pareil pour le colza et c'est pareil pour l'orge, à condition bien sûr d'en adapter les pratiques, on verra tout à l'heure. Donc sur les simulations point par point, j'avais fait cette simulation ici du côté de Niort, mais je pense qu'on est à peu près sur les mêmes conclusions dans la région, du moins sur celle que j'ai vue il y a quelques jours. Vous avez ici les rendements du blé de 2000 à 2100 pour une variété précoce et pour une variété tardive. Pour la variété précoce, on a une hausse de 8% et pour la variété tardive, c'est 4%. Alors pourquoi les rendements du blé augmentent plus pour la variété précoce? C'est-à-dire que cette variété précoce, on va la récolter plus tôt.
En gros, on l'a récoltée en juillet, là on va peut-être la récolter en juin. Ça veut dire c'est une stratégie d'évitement. On va du coup la récolter plus tôt et éviter les sécheresses et les canicules estivales. Et une forme d'adaptation, c'est aussi gérer sur la date de semis ou la variété pour faire une stratégie d'évitement et éviter l'été. En fait, la culture évite juste l'été. Et la variété tardive, elle n'augmente que de 4%, donc, parce qu'elle est récoltée pendant des conditions plus chaudes. Alors, je prends de la hauteur. Cette fois-ci, on part en Europe et les rapports du GIEC tombent sur la même conclusion que le rapport qui a été fait en France. On a bien une hausse des rendements qui est attendue sur la région, le nord de notre région ici, la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi, si je continue, vers la Pologne, vers l'Ukraine, la Biélorussie, l'Ukraine. C'est-à-dire que notre bassin de production céréalier historique, qui fait d'ailleurs la fierté depuis des siècles de l'Europe de l'Ouest, ce bassin se décale progressivement à cause des conditions climatiques vers le nord-est de l'Europe. Certains pays sont favorisés par le changement climatique. La Russie, par exemple, perd des jours de gel en automne et au printemps, c'est-à-dire qu'elle a une fenêtre de culture qui s'étend parce qu'il y a moins de gel. Ça veut dire qu'il y a une diversification variétale. Ça veut dire qu'en plus, vu qu'on l'a repliée sur elle-même à coup de restrictions, on va dire, au niveau d'échanges au niveau mondial, elle a dû structurer elle-même ses filières, ses pesticides, elle a le gaz d'ailleurs, pour le faire. Elle n'a aucune norme écologique et des fermes 10 fois plus grandes que celles de la France, avec un coût de main-d'œuvre qui est juste dérisoire et qui n'a rien à voir avec les standards de qualité et environnementaux français. C'est-à-dire qu'on a un pays qui nous concurrence et qui est favorisé par le changement climatique, c'est la Russie. Et en 15 ans, la Russie, qui était importateur de blé, ça veut dire qu'elle n'en produisait pas suffisamment pour nourrir sa population, est le premier exportateur mondial aujourd'hui. Il profite du changement climatique. Donc nous, on a tout intérêt dans la région, et surtout dans la région Pays de la Loire, à garder notre blé dans cette région pour produire français, pour nourrir les Français face à un mastodonte mondial qui profite du changement climatique et des terres noires qu'il a, notamment au sud de la Sibérie. Et depuis que la Russie est entrée dans le marché mondial du blé, ici en 2007, les prix du blé que vous voyez ici en tonnes par hectare depuis 1959, ils ne font que varier, suivant son humeur. Entre l'annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine, les sécheresses, l'embargo, les taxes. En fait, si une géopolitique ne lui plaît pas dans un pays, du coup, je te pique les importations, ton prix du pain augmente. Le prix du pain est une garantie de stabilité politique dans un pays. Si le prix du pain augmente, il y a des rébellions au sein du pays, et le président en cours, il tombe. C'est comme ça qu'on maintient par l'arme du frigo vide. Il n'y a pas que l'arme nucléaire dans le monde. Donc c'est juste pour replacer le contexte politique, je vous mets à peine la pression sur la production dans la région. Alors ces conclusions sont valables pour l'orge et le colza, également cultures d'hiver. Cette fois-ci, on passe à des cultures dites de printemps, moi je les appelle les cultures qui poussent en été. Le maïs, le tournesol, le sorgho, le soja. Et je prends l'exemple du maïs. Cette fois-ci, pour le maïs, il a le malheur, un double malheur. Il pousse sur la saison estivale, c'est-à-dire qu'il va subir les canicules et les sécheresses. Et son deuxième malheur, c'est qu'il ne répond pas au CO2. Quelle que soit la concentration atmosphérique en CO2, le maïs va pousser à la même vitesse, contrairement au blé, parce que sa structure foliaire et de l'appareil photosynthétique n'est pas la même. Donc là, forcément, les rendements diminuent. Vous avez dans le nord et le sud, en non irrigué ou en irrigué, ça diminue. Alors quand je dis nord, ici, c'est nord de Beauvais. C'est beaucoup plus au nord. Dans un premier temps, en irrigué, ça passe, mais après, les sécheresses rattrapent et les fortes chaleurs également. Donc le rendement du maïs, lui, diminue. Et quand je regarde ces cartographies européennes faites par le JRC, le Centre de recherche climatique européen, plus 1,5, plus 2, irrigué, non irrigué, vous avez donc une légère baisse des rendements, en tout cas en non irrigué, la baisse sera plus sensible. Et puis on descendra dans la région, le sud de la région Pays de la Loire, plus cette baisse sera marquée. Alors, j'ai fait des simulations sur le sujet, j'ai changé la date de semis, j'ai changé la variété, j'ai fait de l'agriculture de conservation des sols, j'ai mis des haies, j'ai mis des arbres, j'ai mis tout ce que vous voulez. J'essaie de faire au mieux. Soit on stabilise dans certains cas pour les sols les plus profonds le rendement, et dans les autres cas, il diminue quand même. Alors, au lieu de diminuer de moins 80%, il diminue de moins 20%, mais c'est quand même, malheureusement, une diminution. Vous les avez ici, je les ai faites pour Niort, mais ce sera à peu près, je pense, les mêmes résultats ici. Donc de 2000 à 2100, déjà une variabilité très importante et une diminution plus conséquente suivant les différents types de sols, en tout cas leur profondeur.
Alors en termes d'adaptation et d'atténuation pour le blé et le maïs, on a énormément de solutions. Il y en a 9. Il y a 9 cases. Et ne me dites pas qu'il y a une case qui est plus importante que les autres. Ne venez pas me dire par exemple que l'irrigation surpasse toutes les autres solutions. Non, il y en a 9. Et dans ces 9, il y a la génétique, c'est-à-dire qu'on va peut-être semer des variétés précoces plus tardives ou changer la date de semis pour pouvoir adapter nos variétés au territoire. On a notamment le matériel, c'est là où on retrouve l'irrigation. On a le paysage, l'agroforesterie, les haies, on va en parler également, la maîtrise du microclimat. On a également le numérique, Winat présent ici pourra d'ailleurs en témoigner. On a l'agronomie, c'est-à-dire le terroir, le sol, qui est notre principale réserve en eau. Mieux vaut avoir un sol vivant qui stocke l'eau que d'avoir un sol peu vivant et de l'eau stockée ailleurs. On a également la biogéographie, c'est l'aire de répartition des cultures. Certaines cultures, comme le maïs, plus sensibles, pourront évoluer vers du pois chiche, du tournesol, qui consomment aussi un peu d'eau, mais qui sont un peu moins sensibles que le maïs. Recherche sociétale et politico-économique. Il y a des solutions à mettre en place sur le territoire, et on peut tirer notre avantage sur les cultures d'hiver, notamment. Pour le sorgho, si vous avez la question dessus, j'en parlerai. Pour le colza également. Pour le pois protéagineux, je m'attarde juste quelques secondes, puisque le pois protéagineux est l'une des espèces les plus sensibles aux sécheresses et aux canicules de France. Donc le plan protéines qu'on a en France pour pouvoir ne plus dépendre de l'Amazonie, va pas se placer sur le pois protéagineux. Donc, il faut trouver autre chose entre la luzerne, entre le pois chiche, bon, c'est pour l'homme, mais en tout cas il faudra d'autres protéines, puisque vous voyez que le rendement diminue très fortement. Le tournesol, je pourrais en parler si vous voulez également. Alors je passe aux prairies, je passe aux animaux, et après on parlera de culture, du futur. Après il y aura plein de cartos, ça sera beaucoup plus, on va dire, visuel. Pour les animaux d'élevage, nos animaux sont des mammifères. Les vaches laitières, enfin pas les poulets, mais les vaches laitières sont des mammifères, donc elles vont réagir aussi à la température et à l'humidité, tout comme l'homme. Je rappelle que nous sommes tout simplement des mammifères également. Plus il fait chaud, plus il fait humide, plus la vache laitière va être dans un mal-être, et de ce mal-être va en découler une perte de production. Je tiens à rappeler que le mal-être animal est quand même important, enfin pour moi en tout cas plus que la perte économique. Mais en travaillant sur les deux, sur le bien-être, on augmente, on diminue le risque de perte économique. Donc plus il fait chaud, plus il fait humide, plus la vache est dans un stress thermique. On appelle ça le THI. Je vois que messieurs connaissent très bien. Il dit tout ce que je dis avant que je le dise depuis tout à l'heure. La chambre d'agriculture, ils sont au courant ici. THI, température, humidité, indice. Hyper simple. Plus il fait chaud et humide, plus le THI augmente. À court terme, mal-être animal, perte de production de lait, perte d'appétit, donc perte de production de lait. À long terme, on a une fatigue qui se met en place, baisse des défenses immunitaires, problème de reproduction, problème de mammites, inflammation mammaire qui peuvent s'installer. Donc des pertes économiques aussi à court et moyen terme. Les études scientifiques sur ce sujet, il y en a plein chez Lidl. Il y en a plein dans les instituts d'élevage. Et donc ce que j'ai fait, c'est que moi, connaissant le GIEC et ses instituts, j'ai pris les données du GIEC, je leur ai appliqué cette équation. Ici, c'est la perte de production de lait en fonction de l'augmentation de la température et de l'humidité. C'est aussi simple que ça. Et on obtient des cartographies à l'échelle de la France. Et dans cette cartographie, il y a plusieurs points importants. 1970, 2070, c'est des cartes du mois d'août, donc le moment le plus chaud pour la vache laitière Primo-Holstein, donc la vache la plus sensible. Donc c'est vraiment le cas le plus extrême que j'ai pris. On n'avait pas de perte de rendement dans la région, ou très faiblement, en 1947 éventuellement, peut-être 1976, mais c'était très rare. Dans l'avenir, ce sera plus régulier, plus intense. Et vous avez cette espèce de gradient là que vous voyez entre Rennes et Poitiers, un gradient de couleur qui correspond au gradient de température que je vous ai dit tout à l'heure. En termes de perte de rendement, il sera plus intelligent de faire de l'agroforesterie ou du sylvopastoralisme dans le sud de la région. Dans le nord, on rajoutera peut-être des arbres isolés, mais on aura peut-être un peu plus le temps sur cette adaptation qu'il faudra bien sûr la faire plus tard dans le siècle. Mais s'il y a des fonds prioritaires, le sud, la Vendée, Angers, un peu, enfin, tout ce qui est au sud de la région, vous le voyez, il faudra penser à la présence de l'ombrage sur le territoire. De même pour les bâtiments d'élevage. Puisque si on fait la même simulation en bâtiment isolé, alors c'est pas la même isolation qu'on a nous dans nos maisons,
Quand je dis isolé, c'est que on a de la ventilation, de la brumisation, enfin tout ce qui permet d'adapter aux fortes chaleurs dans une étable. Et bâtiment non isolé, c'est que vraiment on a des lucarnes en haut, on n'a pas de ventilation, pas de brumisation, en tout cas qui fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et si je refais cette simulation en modifiant la température et l'humidité, vous voyez qu'on perd une des bonnes parties de cette perte de production de lait en travaillant sur le bâtiment d'élevage. Par contre, dans des bâtiments non isolés dans l'avenir, c'est pas une perte économique qu'on a, c'est carrément de la maltraitance animale. Et j'espère que d'ici là, on aura résolu cette problématique. Donc en termes d'adaptation de solutions dans la région, c'est faisable, notamment en travaillant sur le bâtiment d'élevage ici en rouge. Et je parle aussi des arbres autour du bâtiment avec l'ombre déportée, du sylvopastoralisme, c'est-à-dire des arbres aussi dans les parcelles. L'ombrage est hyper important, particulièrement au sud de la région, mais aussi dans le nord, plus tard dans le siècle. On peut travailler sur les races aussi. Bon, ça met des années à produire une nouvelle race, donc le changement climatique est plus rapide. Les paysages, ça, on en reparlera tout à l'heure. La gestion de l'alimentation et les colliers connectés pour les vaches, ça peut aussi aider à l'adaptation, mais je m'y attarderai moins. Alors les vaches, elles mangent quelque chose aussi. Elles mangent de l'herbe, elles mangent éventuellement le maïs. Le maïs, on l'a vu. Maintenant, on va regarder le fourrage. Donc la production d'herbe, vous l'avez ici, c'est le but de ma thèse, puisque j'ai fait une thèse sur l'impact du changement climatique sur la production de fourrage dans l'ouest de la France. Là, c'est les résultats de Climalait qui sont exactement les mêmes que ceux que j'ai obtenus en 2016. Alors, en bleu, c'est 1950. En rouge, c'est 2070. Le petit 1 montre que la courbe rouge démarre plus tôt dans l'année, 1er janvier, 31 décembre. Ça démarre plus tôt, ça veut dire que nos prairies vont commencer plus tôt à pousser. Il y a du CO2, il y a de l'eau, je vous ai dit, et il fait plus doux, à condition qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce que si on met les animaux dans une parcelle où il y a trop d'eau, ça fait du piétinement, et ça détruit la parcelle. Après, à la fin de l'année, on pourra aussi les rentrer plus tard. Au petit 2, la production prairiale sera plus importante au printemps, mais plus resserrée dans le temps. Ça veut dire que pour aller faucher les parcelles, ce sera plus complexe, surtout s'il y a des excès d'eau. Donc une production printanière plus importante. Ce résultat est montré dans ma thèse et par les travaux de l'IDEL également, sur 2 modèles différents d'ailleurs. Petit 3, diminution printanière. Votre région va jaunir, diminution estivale. Votre région va jaunir en été, tout comme en Méditerranée on a actuellement, et il fera de plus en plus sec. Donc l'objectif, ça va être de compenser les déficits de l'été par les excès du printemps. Et en termes d'adaptation, il y en a différentes. Déjà, avant de regarder les adaptations, vous avez ici l'évolution annuelle. Donc ça, c'est sur toute l'année de la production de fourrage dans différentes régions. Vous voyez que les seules régions qui diminuent, là, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Dans le nord, la compensation du printemps est efficace par rapport à la baisse de l'été parce que les courbes augmentent. Même résultat pour Climalais et même résultat dans ma thèse, à condition bien sûr de bien gérer cet excès de fourrage. Et d'autres solutions derrière qu'on peut avoir sur le territoire, c'est les nouvelles espèces prairiales qui peuvent arriver, la luzerne, la fétuque élevée, toutes ces espèces qui ont des racines plus profondes. Et en ayant des racines plus profondes, elles vont chercher l'eau en profondeur, elles sont moins sensibles bien sûr à la sécheresse. Là j'ai le graphique de Strasbourg, j'en ai pas trouvé aux chambres d'agriculture ici. Les simulations de production de la luzerne augmentent, ça c'est grâce au CO2. Donc en termes de solutions d'adaptation, c'est faisable également ici. Vous avez le ressemis, on ressème des espèces un peu plus résistantes au changement climatique. Le paysage, on va le voir tout à l'heure. La gestion du stock, c'est le plus important. Et on a une autre solution dans la région qui est pratiquée, c'est le métail ou le dérobé. Ça dépend de comment vous voulez le dire. En gros, c'est que j'ai une culture A, j'ai une culture B. Je fauche la culture A, je dois semer la culture B. Entre les deux, j'ai une période où le sol est là. Il attend, il ne faut pas qu'il soit nu. Et donc, on va semer des mélanges de céréales, de protéagineux qui serviront à la production animale. Et ça, dans votre région, c'est intéressant, à condition que la sécheresse n'est pas installée, sinon le dérobé, il ne germe pas. Mais par rapport aux autres régions, il y aura plus d'années probables où il pourra germer. Si vous prenez la Bourgogne, par exemple, ou le Rhône-Alpes, l'indice hydrique des sols est très, très, très bas, et donc au final, il ne germera pas. Alors, je passe maintenant sur des parties. J'ai fait toutes les cultures que je pouvais parler. On va parler un peu de viticulture, d'arboriculture aussi.
Mais là, on va aller sur des prospectives futures qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus futuristes. Je commence par le local, pour vous dire que vos paysages vont changer. Vous avez ici une étude qui a été faite en 2004, c'est le projet Carbophore de l'INRA de Nancy, en 2000-2100. Le rouge, c'est l'aire de répartition du chêne vert méditerranéen, c'est la garrigue. L'orange, c'est l'aire de répartition de cette végétation plutôt d'Aquitaine. Ce qu'on voit, c'est que le rouge augmente, il remonte sur le Poitou, tandis que l'orange remonte sur le bassin parisien. Vous aurez une végétation de plus en plus aquitaine dans la région, et à l'intérieur de terre un petit peu plus méditerranéenne. Ça veut dire que les cultures vont forcément évoluer. Qui dit culture, j'ai pas encore parlé de la viticulture, mais qui dit culture dit viticulture également dans la région. Vous avez ici en bleu le pinot noir, le meunier, le chardonnay, le riesling, l'auxerrois, le gewürztraminer, le sauvignon. Ce sont les vins qu'on retrouve généralement dans la région. Bourgogne aussi, les pays de la Loire, le Champagne, l'Alsace, le Valais en Suisse. Donc cette zone bleue, elle remonte vers le nord. Et d'ailleurs, on plante des vignes plus au nord de la région, en Bretagne et en Normandie également. En vert, c'est les cépages plutôt bordelais qui envahissent la région à partir de 2020 à peu près. En jaune, c'est les cépages de la vallée du Rhône et du Pic Saint-Loup, là où j'habite. C'est plutôt 2045 sur lesquels ils pourront s'implanter. Ce qui fait qu'on aura toujours du vin dans la région, mais il aura forcément un goût différent. Les cépages ne seront plus totalement les mêmes dans le futur. Le principal frein ici n'est pas climatique, il est terroir et il est cahier de charge. Il faut faire évoluer le cahier de charge en parallèle. Alors dans le même cas aussi, vous avez l'abricot bergeron qu'on retrouve beaucoup dans la vallée du Rhône. Ici, 100% de réussite économique sur son aire de répartition. Vous l'avez un petit peu présent dans certains vergers des Pays de la Loire, mais vous voyez, quand on avance, on a un bassin de production arboricole qui se développe de plus en plus sur une partie du siècle, sur le milieu du siècle dans la région, avant de filer vers la région Île-de-France. Et avant ce front de perte qu'on a là, c'est simplement que l'hiver ne sera plus suffisamment froid pour faire fleurir l'abricot bergeron. Donc il disparaîtra progressivement. Donc on a un moment au milieu du siècle où on a une partie arboricole qui serait très intéressante à développer. Et cette partie arboricole permet aussi de maîtriser les microclimats. Si par exemple vous mettez des arbres et des animaux en dessous, ça vous permet de faire d'une pierre deux coups. La pomme golden présente aussi dans la région, je crois qu'on en cultive pas mal si je ne me trompe pas, mais dans le Limousin on en cultive pas mal. Vous voyez ici cette fois-ci au niveau européen, là on a cette perte, mais ça ne veut pas dire qu'on perd complètement la pomme, c'est qu'il faut changer de variété. La pomme golden sera polonaise, ukrainienne, russe et lituanienne et suédoise d'ici 2100. Alors dans ces évolutions à la hausse, on a également le maraîchage. Vous avez ici 1970-2070. Si vous regardez la France, on est un peu dans le vert ici, on a à peu près 70% de réussite pour la tomate. Je veux dire, la Provence est quand même plus favorable à la tomate que Nantes, on est d'accord, en dehors des serres, hein. Elle est plus favorable. Par contre, vous voyez, en 2070, avec des étés un peu plus chauds, si on maîtrise bien l'irrigation, eh bien, derrière, on aura beaucoup plus de présence des légumes du soleil. On gagne du potentiel sur les légumes du soleil. Donc les Pays de la Loire ont un avenir maraîchage et arboricole qui me semble extrêmement intéressant. En fait, le problème de cette cartographie, c'est pas la France. Je ne sais pas si vous avez vu c'est quoi le problème. C'est l'Espagne. Parce que c'est eux qui produisent pour nous actuellement les fruits et légumes, en tout cas c'est notre principal importateur avec le Maroc. C'est-à-dire qu'à un moment dans le siècle, on va avoir un échange dans l'autre sens qui va se produire. Il fera trop chaud, on a une désertification en Andalousie. L'huile d'olive, la tomate, la courgette, tout ce qu'on a, ce sera nous qui les produirons. Et dans ce poids économique, les Pays de la Loire sont très bien placés pour le maraîchage, en tout cas sur l'avenir de cette culture-là. C'est important. Attention au mildiou aussi. Parce qu'on verra à la fin, le mildiou, c'est pas mal. Alors dans cette diversification du maraîchage, on a aussi la patate douce qui remonte. Je sais qu'il y en a quelques-unes un peu dans certaines régions, quelques cultures de niche, mais ça remonte. Et dans ce cas-là, le rôle de la région aussi, c'est quoi? C'est de favoriser ces nouvelles filières, de les développer, de faire des essais sur le terrain, de se projeter dans ces nouvelles filières. Parce que l'agriculteur, il ne peut pas développer une filière patate douce sur la région tout seul. L'État, les régions doivent l'aider à travailler sur ce sujet parce que c'est un investissement d'avenir en fait.
Il en va de la souveraineté alimentaire de la France, en fait, si on n'adapte pas nos régions agricoles. Alors la cacahuète ne remonte pas facilement jusqu'ici, elle aime bien la chaleur et aussi un peu d'eau. Elle se retrouve généralement plus au sud, mais arrivera beaucoup plus tard dans le siècle. Le pois chiche, lui, par contre, il peut s'adapter certaines années ici, et progressivement, il s'adaptera bien dans la région. Donc 1961 et 2071 dans les cartographies ici. Voilà, donc j'aurais pu vous... Là, on peut passer 2 heures, hein, parce que toutes les études que j'ai faites sur le maraîchage, j'aurais pu en parler. Alors là, moi, justement, je voulais en venir. J'ai pas parlé de l'hiver. Le poireau, le chou-fleur, la mâche, la salade, enfin ce que vous avez des maraîchers de Nantes, vous les connaissez ici. C'est favorisé en hiver. C'est-à-dire que l'hiver sera plus doux, il y aura moins de risque de gel. Alors ça dépend si c'est fait sous serre ou hors serre. Et ça dépend des types de serre. Mais c'est favoriser cette croissance. C'est-à-dire qu'on aura un décalage de la saisonnalité de mise en marché. Et parfois des mises en marché qui arrivent assez tôt, on va dire. Donc il faudra aussi aider ces bouleversements de mise en marché, de croissance plus rapide. Et cette nouvelle adaptation en fait, de mise en marché. En hiver, en fait, on aura un potentiel de légumes de potage qui sera... moins tout ce qui est potage, c'est tout ce qui n'est pas légumes du soleil. Hein. Je différencie les deux. Qui sera plus intéressant. Tandis qu'en été, par contre, votre mâche, il ne faudra surtout pas la faire. La salade, le poireau non plus. Je pense que vous le faites quand même pas beaucoup. Là, on pourra passer courgettes, tomates, oignons et faire de la ratatouille, quoi, au final, comme on fait, nous, en Provence. Et dans ce cas-là, on peut développer aussi des signes de qualité. Hein. On n'est pas obligé de faire comme les Espagnols, de la quantité. On peut développer des AOC, des IGP aussi en parallèle. Je veux dire, si dans l'avenir, on a les mûriers blancs des Pays de la Loire, ça ne m'étonnerait pas. Qu'on ait les nèfles des Pays de la Loire, qu'on ait dans l'avenir aussi pas de l'avocat, surtout pas, de la grenade. La grenade des Pays de la Loire. Le kaki, qui pourrait arriver aussi. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses en termes de fruits et de légumes. Alors, sur le saisonnier, je vais le passer. C'est-à-dire les dates de vendange, les dates de floraison, les risques de gel, mais vous avez compris le principe, les floraisons étant plus précoces, le risque de gel ne diminuera pas dans l'avenir dans la région. Le degré d'alcool des vins qui augmente, je vais le passer aussi, parce que j'ai une partie paysagère que je voudrais aborder. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Ma dernière partie se concentrera sur le microclimat. Parce que c'est vrai, si vous regardiez CNews, enfin, non, ne regardez pas CNews. Si vous regardez BFM TV, Ouest France, Midi Libre, c'est vrai que quand on parle d'adaptation agricole, il y a 2 mots qui reviennent beaucoup, génétique, irrigation. Alors, je vous ai mis, hein, ça l'est, mais derrière, on oublie beaucoup d'autres types d'adaptations. Donc, on va faire semblant que les autres, je ne vais plus en parler, même si je considère que ce sont des adaptations. Hein. Je vais parler de celles qu'on parle le moins. C'est-à-dire que je vais parler du microclimat de la parcelle. Je vais commencer par la haie, le vent et l'évapotranspiration. Ça fait comme une petite histoire. Vous avez ici une parcelle. Au 0, là, c'est la haie. La haie, elle est présente là. Plus je me décale vers le 0,5, plus je m'éloigne de la haie. Donc c'est un champ, ici, de blé. À 100%, c'est la moyenne du rendement de la parcelle. Quand on est en rouge, c'est que le rendement est plus bas que la moyenne, et quand on est en vert, c'est que le rendement est plus haut. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, au bord de la haie utilise de l'eau, elle fait de l'ombrage, le rendement chute. Et ça, c'est un fait, le rendement est plus bas forcément au bord de la haie. Ça, c'est dans le cas d'une année sèche. Par contre, le fait que la haie, elle limite le vent à l'intérieur de la parcelle, un peu plus loin, le rendement est plus élevé que la moyenne, puisque vu qu'il y a moins de vent, il y a moins d'évaporation, moins de transpiration, il y a moins de demande en eau, et le blé se porte mieux au milieu. L'objectif, donc, c'est de placer des haies dans le sens dominant, perpendiculaire au sens dominant des vents, pour justement le ralentir. Mais ça, c'est le cas d'une année sèche. Par contre, sur la même parcelle, dans une année humide, là, la haie, elle va consommer de l'eau et faire de l'ombrage. On a une chute du rendement du blé, mais on n'a pas la hausse à l'intérieur, puisqu'en réalité, c'est une année humide, donc même s'il y a moins d'évapotranspiration, je veux dire, il y a tellement d'eau que le blé il pousse à la même vitesse que n'importe où dans la parcelle, sauf en bord. Donc là, la haie est un élément défavorable. Or, je vous ai dit qu'on va de plus aller dans les années sèches. Ça veut dire que de plus en plus, la haie va devenir intéressante à ce sujet. Alors j'ai pris le blé, maintenant je prends le maïs, autre étude. Donc là vous avez un champ de maïs, une haie. Cette haie
Ils l'ont coupé. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'espère que ce n'est pas que pour l'étude. Mais ils ont coupé la haie, donc ils ont regardé en fait le rendement et c'est exactement la même conclusion. Donc on a un rendement en baisse forcément près de la haie et donc en diminution ensuite on rejoint la moyenne. Quand on coupe la haie, la hausse du rendement est plus faible, par contre la diminution est plus basse. Donc on essaye de rééquilibrer ce rendement-là. Donc on perd l'avantage du vent. Je prends la pomme de terre cette fois-ci, c'était exactement la même conclusion. La haie, là ils ont fait 5 lignes où ils ont étudié le rendement et ils ont fait ce graphique. Plus on est au bord de la haie à 0, plus le rendement est bas. Après il y a une hausse et puis après on descend vers la moyenne. Donc la haie a des éléments positifs. C'est-à-dire qu'en maîtrisant le vent, en maîtrisant le paysage, on peut aussi maîtriser le rendement. À condition bien sûr de ne pas mettre 50 000 haies, diviser la parcelle en 200. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste de placer la haie intelligemment. Et dans la région, c'est quoi l'intelligent? Il est où le vent dominant sec? C'est la bise, c'est le vent d'est. Donc il faut me passer des parcelles, des haies dans le sens qui coupent en fait cette bise-là dans le sens perpendiculaire. Alors le paysage et l'écoulement de l'eau, ça aussi on en parle peu. Ici vous avez un paysage simple et un paysage complexe. Donc après le remembrement et un paysage qu'on pourrait avoir dans un paysage d'avenir. Vous prenez une carafe d'eau là, vous me la versez sur le paysage d'au-dessus. L'eau va s'écouler rapidement et aller à la mer. C'est de l'eau qui est perdue. L'objectif dans l'avenir, c'est de ralentir la course de l'eau sur le continent pour lui laisser le temps de s'infiltrer. Et pour ça, alors il y a les routes par exemple, ça effectivement oui, ça peut couper l'eau. Il y a aussi les haies dans le sens perpendiculaire de la pente, ou des trucs tout simples comme semer dans le sens perpendiculaire de la pente au lieu du sens parallèle, parce que du coup au lieu de faire un toboggan, ça fait des petites collines, à condition que la pente soit pas trop forte pour éviter d'être comme ça. On a aussi les vignes dans le sens perpendiculaire de la pente, ça dépendra du sens de la pente aussi et de l'intensité de la pente. Hein. De l'arbre aussi pareil, vous avez aussi des mares à remettre sur le territoire et puis du stockage d'eau, d'écoulement pour l'irrigation ou des sorties de drainage. C'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. Le but est de ralentir et partir infiltrer et stocker cette eau. Et ça, c'est pas un agriculteur qui le fait. C'est au niveau territorial. Et quand on dit niveau territorial, c'est des instances entre villes, entre politiques en fait, qui gèrent cette problématique-là. Là, vous avez d'autres trucs d'écoulement où là, on voit bien le sens perpendiculaire, bien sûr, de la pente. Là, vous avez une coupe longitudinale dans le massif armoricain, j'en ai pas trouvé ici, où on a une haie avec une pente. Ce qu'on voit, il y a deux choses qu'on voit. C'est que déjà, tous les nutriments, ils viennent se bloquer sur la haie à cause de l'érosion qu'il y a en haut. Et le deuxième point, c'est qu'il y a de l'érosion en haut et donc le sol est plus fin. L'objectif dans l'avenir, avec les pentes qu'on a dans la région, je sais qu'en Vendée, par exemple, il y en a pas mal, des petites collines comme ça, eh bien, l'objectif, ça va être que tous les nutriments ne viennent pas se tasser en bas et qu'ils restent en haut. Ça, c'est des pratiques, notamment sur le sol. Et cette haie permet de les retenir. Cette haie permet aussi de retenir l'écoulement de l'eau. Vous avez par exemple cette haie perpendiculaire au sens de la pente. L'eau va venir se bloquer sur la haie. Et donc, elle va mettre plus de temps à traverser la haie, à condition que cette haie soit un minimum complexe. Et dans ce cas-là, elle va venir se bloquer et s'infiltrer progressivement, notamment en suivant les racines ou alors en descendant dans le sol. C'est-à-dire que le métier de l'agriculteur dans l'avenir, il ne sera plus juste là pour produire à manger. Il faut le comprendre. Il sera là pour gérer le paysage. Et qui dit métier travail, qui dit travail dit rémunération. C'est-à-dire que le métier de l'agriculteur, s'il va dans ce sens-là de gestion des paysages pour remplir de nouveaux nappes phréatiques pour l'eau des villes, c'est un travail qu'il fait en fait pour nous, et donc en réalité il ne sera plus là juste pour produire, et donc dans les aides financières, notamment de la PAC, je pense qu'il serait intéressant de rajouter la gestion paysagère et tout ce qui se passe à côté sur la gestion des haies dans l'avenir. L'arbre et la température. Là on va parler du coup d'agroforesterie, puisqu'en réalité l'arbre fait de l'ombre. En faisant de l'ombre, il gère le microclimat de la parcelle. Vous l'avez juste ici. Je sais que la région, la Chambre d'agriculture travaille sur ce sujet. Donc là, vous avez du maraîchage, de la viticulture, du sylvopastoralisme et de l'agroforesterie classique telle qu'on la connaît, mais il y a plein de formes d'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on va profiter de la présence de l'arbre, non pas seulement pour diminuer le vent et l'évapotranspiration, mais aussi pour maîtriser la température. Et ça, c'est vraiment très présent maintenant dans le sud de la France. Vous avez par exemple des maraîchers
qui cultivaient en plein soleil ce qu'on appelle les légumes du soleil, gorgés au soleil de Provence. Je le faisais aussi, sauf qu'en fait, il n'y a rien qui poussait. Il a fait 11 jours au-dessus de 40 degrés en août. Vous imaginez les légumes en plein soleil après 11 jours? En fait, il n'y avait plus rien. Au moins, c'est clair, ils ont repoussé jusqu'au 15 novembre. Il y avait des pousses vertes qui sortaient comme ça, mais c'était un champ de mine, quoi. Et donc, ce qu'on fait, c'est que là, j'ai planté 51 arbres dans la parcelle pour pouvoir cultiver en dessous. Parce qu'en fait, le soleil devient notre ennemi, mais plus notre ami pour avoir le goût. Et si on veut produire quelque chose, il faut de l'ombre. Et donc, on a de plus en plus de maraîchers qui mettent des structures, soit à l'arbre, soit parfois des panneaux photovoltaïques. Je rappelle que l'arbre fait la même chose, soit des tonnelles d'ombrage, soit dans des tunnels, mais il fait trop chaud à l'intérieur. En tout cas, ils se protègent de l'ombre. C'est pareil pour les grandes cultures. Vous pouvez avoir par exemple une association noix-blé. Sur l'association noix-blé, c'est intéressant parce que la noix, elle a ses feuilles qui poussent plus tard que la plupart des espèces. C'est plutôt à partir du mois de mai. L'abricot, c'est plutôt en février. Donc la noix, c'est quand même en mai. Ça veut dire que jusqu'au mois de mai, le blé va avoir du soleil qui va arriver. Et lorsque les canicules et les sécheresses arriveront, il aura ses feuilles pour cette fois-ci protéger le blé. Vous pouvez faire du canard pour le foie gras ou pour le magret de canard sous les noix de Dordogne. C'est dans la même région qu'on produit ces deux cultures-là. Voilà, donc on peut avoir cette réflexion d'avenir, ne serait-ce que la gestion de température. Dans cette température, dans le sud de la France, on a de l'abricot, parfois de l'amande ou des pêches qui poussent au milieu des vignes. On enlève un rang et on met, ça permet de maîtriser donc le microclimat, où vous avez complètement la structure du paysage aboutie avec des haies dans le sens perpendiculaire des vents, ou carrément ici un escalier qui permet de retenir l'eau. Mais qu'on soit d'accord, le coût de production, il est plus cher à ce niveau-là. Donc il ne faut pas que le consommateur s'attende à avoir une diminution des coûts. Je terminerai par le carbone, le sol. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai mis ici une rotation colza, blé, orge, maïs, c'est 4 ans, et entre les cultures, le sol n'est pas nu, il est couvert. Ça, c'est très important pour vous. Vous aurez des excès d'eau sur la partie hivernale, donc de l'érosion, du lessivage, vous aurez des déficits d'eau pendant la partie estivale, donc là, évapotranspiration et échauffement du sol. Le but, c'est de le couvrir. En couvrant les sols, vous limitez les vagues comme ça au niveau de l'eau, vous avez plutôt quelque chose qui fera comme ça, c'est d'atténuer les extrêmes. Et sur cette dernière diapositive, problème climatique, accentuation des intensités pluvieuses, donc je vous ai dit lessivage, ruissellement, inondation. Le rôle du sol, c'est justement de ralentir l'eau, de laisser le temps de s'infiltrer et surtout de mieux retenir l'eau. Accentuation et allongement des sécheresses, ça c'est le problème climatique. Conséquence, sécheresse et perte de rendement. Solution derrière, l'agriculture de conservation des sols ou quelques pratiques permettent de mieux stocker l'eau, 5 à 10% de plus. C'est 7 à 10 jours d'eau supplémentaire pour les végétaux. Forte température, donc augmentation de la température du sol et évapotranspiration. L'agriculture de conservation des sols permet de limiter cette problématique d'échauffement de nos sols. Un sol vivant stocke mieux l'eau quand il y a des excès et restitue mieux l'eau quand il y a des déficits. C'est la seule solution que nous avons pour régler le problème d'excès de déficit d'eau. En fait, il est sous nos pieds. Alors, je voulais parler du mildiou. Juste, j'ai pas de diapositive dessus, mais on a une problématique ici, c'est que le printemps va devenir très doux, très pluvieux, et donc le mildiou devrait être important. Donc certes, on aura peut-être une production de salade, de poireaux qui sera intéressant à la sortie du printemps, un démarrage de la tomate et de la courgette qui sera aussi intéressant, mais attention aux maladies. Le vignoble pourrait se développer en Bretagne, son principal facteur n'est pas la température et l'eau, puisque ça va être intéressant, c'est le mildiou, c'est les maladies fongiques, donc il faudra faire attention à tout ça. Je terminerai par cet orage que j'ai pris le 4 août 2020 à Cannes. À Cannes, vous savez, c'est une mer où on peut se baigner. Hein, c'est pas comme chez vous. Je vous embête. Et donc à Cannes, dans la baie de Cannes, très belle côte, j'ai pris cette photo. Et de cet orage-là, j'ai tiré cette photo avec un orage isolé sur la mer, une planète, quelques étoiles. Et cette photo, en 2021, a été élue plus belle photo du monde. Merci.